Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les jours pour cette petite récréation football quotidienne. C'est un vrai plaisir que de retrouver l'équipe du BDS tous les jours. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Jour J-2 avant le retour de l'Europa League à Marseille avec la réception de Villarreal, un petit virus dans les vestiaires espagnols qui ont perturbé un petit peu la préparation. On a eu Karim ce matin dans le journal qui nous disait que c'était en train de rentrer dans l'ordre et que surtout, il ne fallait pas compter sur ça pour avoir un match plus facile jeudi soir. Ridicule. Ça serait ridicule de commencer à penser à ça. Là, tu sors du match, tu fais n'importe quoi. Ce sont des informations qu'il ne faut pas avoir, même si tu les as, faut pas en tenir compte du tout. Parce que là, les joueurs, ils sont concentrés sur leur match. Et dès que tu te mets ça en tête, tu risques de sortir du match. Donc, vigilance accrue sur ce genre d'informations. Est-ce que ces 3 victoires en 3 matchs, c'est une bonne chose pour le moral ou c'est un risque de se voir sorti un peu trop tôt de la NAS? Non, c'est une bonne chose pour le moral. Je pense pas qu'il se voie trop beau quand tu vois ce qu'on a traversé. Je pense que voilà, il faut qu'il reste surtout humble et c'est comme ça que tu avanceras. Mais non, c'est que bénéfique et on sait combien la récupération elle est importante quand tu gagnes, elle est plus légère, les entraînements sont plus souriants, donc tu abordes le match d'après avec beaucoup plus de confiance. Surtout un 8e de finale aller d'Europa League dans un stade où il y aura quand même pas mal de monde, même si une grande partie du virage nord sera pas là, mais ça va pousser, ça va chanter, c'est une belle affiche. Double confrontation avant le match retour en Espagne, mais surtout réussir le match aller pour se mettre tout de suite dans les meilleures conditions. Oui, effectivement, c'est un match important pour la qualification. Tu joues devant tes supporters. Après, je veux dire, les gars, on va pas tout gagner, 5-1, 5-2, 5-2. Il faut aussi être raisonnable. Je pense que l'Olympique de Marseille est en train de se remettre la tête à l'endroit. Ce match-là, il vient au bon moment parce que c'est un match avec une autre pression, c'est une autre compétition que l'on va aborder différemment. Il est en milieu de semaine, la préparation n'est pas la même. Donc il y a plein de choses pour Jean-Louis Gasset. Je pense, comme disait Steph, avec le sourire, c'est un match que tu vas pouvoir préparer différemment. Mais oui, c'est mettre à l'abri. Même avec un 2-0, tu n'es pas à l'abri. Donc voilà, c'est un match qu'il va falloir jouer sans penser au deuxième match. Si tu commences à penser à ce que tu peux faire au match retour, on se rappelle de certains clubs de la capitale qui avaient gagné 4-0, qui avaient été battus. Une remontada. Voilà, donc il faut faire attention, faut être vigilant. Toujours convaincus tous les deux que finalement Villarreal c'était le tirage presque idéal. Enfin, ça on le saura après les 2 matchs. Tu avais Prague et tout, tu aurais pu taper des équipes en deçà de Villarreal. Ça reste quand même une bonne équipe de cette Europa League. Après, en championnat, ils sont un peu à la ramasse. Bon, même s'ils viennent de gagner 5-1 ce week-end comme nous face à Clermont, mais c'est une équipe quand même qui, c'est pas le Barça, c'est pas le Real, c'est pas l'Atlético de Madrid. Donc sincèrement, si au Vélodrome, je pense que avec le public qui va pousser fortement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais il va falloir jouer ce match et ne respecter l'adversaire. Donc quand je dis bien ça, c'est-à-dire tout ce que tu peux mettre au fond, il faudra les mettre. On cesse de le rappeler depuis le premier jour. Un contexte un peu particulier, le retour de Marcelina. Marcelina, ça s'appelle ça, c'est la paella. Le retour de Marcelino au Vélodrome. On se rappelle les propos peu élogieux de l'Espagnol pour son ancien club. Et toi, tu rappelles qu'il faut pas se tromper. La rancœur, c'est les supporters qui peuvent l'avoir et qui peuvent mettre la pression. Les joueurs, eux, il faut pas qu'ils sortent du match. Oui, c'est leur rôle. Le supporter, il va se régaler. Hein. Je pense qu'il y aura des jeux de mots, il y aura des chansons à son effigie. Je pense que ça sera le bienvenu. Par contre, les joueurs, il va falloir, eux, penser au match et surtout pas penser à faire une vengeance personnelle sur cet entraîneur. Tu sais, je te disais hier, la problématique dans ce genre de compétition, quand tu as eu cet entraîneur, tu as envie de lui faire voir qu'il avait tort sur certains choix, qu'il avait tort sur certains choix de joueurs de positionnement. Et donc, il faut surtout pas penser à ça. Il faut penser à ton entraîneur, ce qu'il a mis en place, que tu puisses gagner Villarreal, faire une belle prestation et lui montrer que ce qu'il nous a dit, ça a juste été pas gentil, pas sympa de sa part.
Il y a un petit peu des préparatifs pour Marcelino. C'est ça, même si tu non, même si tu es au courant de quelque chose, déjà tu dis rien. je Pour suis pas au Marcelino, courant. non. Mais Mais Marcelina peut-être, mais à partir de minuit et demi, tu vois. Pas Pour Marcelino, rien n'est prévu. Mais déjà, non, je suis au courant de rien. Et si j'étais au courant de quelque chose, je sais que j'en parle pas. Mais à la base, je suis au courant de rien du tout. Donc après, ouais, ça reste un match quand même européen. Donc je pense qu'il y aura quand même ce qu'il faut au niveau du virage sud. Apparemment, au virage nord, la partie basse devait être remplie d'enfants. Ça serait vraiment. Ça, c'est bien, ça. Ça serait vraiment un beau geste, au moins à minima, avec une partie du virage nord, même si on aurait préféré avoir tous les groupes, parce qu'on sait la puissance qu'il y a quand il y a les deux virages dans ce stade-là, et qu'on le veuille ou pas, ça aide l'équipe, et ça peut mettre l'adversaire en grande difficulté quand ça pousse. Donc oui, après, voilà, ça va être un match comme on sait les jouer, avec cette atmosphère-là qu'on connaît à Marseille, et on sait que le 12e homme peut faire très très mal à l'adversaire. Alors aucune pression, nous dit Marcelino de son côté. On se dit quand même que s'il avait pu s'éviter ce genre de tirage au sort, lui, je pense qu'il aurait préféré. Aucune pression, mais comment tu fais pour pas avoir la pression dans ce stade de 60 000 qu'il n'y a pas une personne qui va oublier de te siffler? C'est tout simplement impossible. Alors il fait le grand monsieur, il fait celui qui a de l'expérience, qui est capable d'être tranquille, de pas entendre tout ça, mais tu peux pas, c'est pas possible. Quand tu as autant de sonorités qui va t'arriver à ton encontre, avec des paroles qui vont être à ton encontre, tu as forcément un truc où tu es un peu déstabilisé, c'est automatique. Mais tu sais, je pense qu'il fait exprès aussi pour attirer tous les regards vers lui, pour que son équipe se prépare tranquillement. Ouais. C'est pas bête aussi. Ouais. Mais bon, il va se manger la foudre. T'inquiète pas. Avec certains joueurs qui ont retrouvé du coup du plaisir, ça se voit au niveau des stats. On a été très sévère depuis le début de la saison, à un certain moment, on va dire, avec Pierre-Emerick Aubameyang, parce que c'est un grand nom, parce qu'il a remplacé quelqu'un qui était très apprécié au Vélodrome l'année dernière, Alexis Sanchez, parce que c'est un gros salaire, parce qu'on sait qu'il peut marquer beaucoup de buts. Aujourd'hui, quand tu regardes les stats, ça reste quand même spectaculaire. 19 buts, 8 passes décisives en 35 matchs, toutes compétitions confondues. C'est le meilleur buteur de la Ligue Europa cette année. C'est une implication dans 19 buts sur les 18 derniers matchs. Au niveau des stats, on n'est pas trop mal, quoi. Oui, mais c'est normal qu'on soit pas content de lui quand il est pas bon. Gars, quand tu as un joueur qui est aussi puissant, qui a un nom aussi important, qui a un salaire aussi important, tu attends quelque chose de ce joueur, Marco. Là, c'est le cas. Mais bien sûr. Et tu vois de quoi il est capable. Et quand il est au niveau, tu vois qu'est-ce qu'il peut nous faire. Le cas, c'est la même chose sur Merlin. Merlin, c'est un joueur qui doit nous apporter plus que ce qu'il nous apporte actuellement. On a tapé sur Aubameyang quand il était pas bon. Là, aujourd'hui, force est de constater qu'il est bon, qu'il est important et qu'il est efficace. Et on est content. On a retrouvé Aubameyang. Mais même lui, hein, il l'a dit, il était pas content de ses performances. Hein. Quand on a tapé sur Paul Lopez, Steph, moi, Enzo, on le disait. Après, il nous a dit, oui, effectivement, j'étais pas bien, j'étais pas en forme. Mais on le savait, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que les premiers concernés, c'est eux. Et ils le savent quand même. Très bien, quand tu fais, on a tous été joueurs de ballon, pas à ce niveau-là, et à ce niveau-là, c'est encore. Pas à ce niveau-là. C'est encore plus. Loin de ce niveau-là même. Mais je pense que voilà, quand ils sortent avec la presse, avec tout ce qui se passe, ils le savent. Dès qu'ils sortent du terrain, ils le savent s'ils ont été bons ou s'ils ont été mauvais. Donc eux, les premiers, s'ils sont francs et cohérents, ils te diront, on a fait un match de merde, j'ai pas été au niveau, que les supporters me sifflent, c'est tout à fait normal. Oh, Ambrey, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pour Marcelina. Voilà, c'est pour ça. Mais on n'en manque pas une dans cette émission. La prochaine, elle est pour Jacques. Mais voilà, c'est tout à fait normal que ce genre de joueur-là, quand tu entends ce nom-là qui arrive, qui a été un des meilleurs buteurs dans tous les championnats où il est passé, avec le statut qu'il a, qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Et pour l'instant, chapeau. Aubameyang, au niveau des stats, qui est plutôt pas mal aussi, parce qu'il y a des joueurs qui tournent autour de lui. On parle d'Iliman Ndiaye, on parle de Faris Moumbagna, et ça favorise les retours des bonnes stats. C'est en train de nous dire que Gattuso avait tort. Je suis en train de dire qu'on s'est évertué sur ce plateau à donner quelques idées, en toute humilité, juste en restant à notre place, mais que finalement, Gassi avait peut-être une petite oreille ces derniers mois en écoutant le bar des supporters. Et on m'a expliqué pourquoi. Quand tu es attaquant de pointe, j'aime bien quand tu prends ce ton de professeur, Jacob. Non, mais c'est vrai. C'est que on a dit des choses, Marco. On lui a reproché à Gattuso, mais il faut aussi qu'on donne des explications cohérentes.
on demandait 2 attaquants. Quand tu as 2 attaquants, c'est plus difficile pour les défenseurs de s'occuper de 2 joueurs que de 1. C'est basique ce que je dis. Donc là, tu as par exemple Iliman Ndiaye qui revient bien, il faut s'en occuper parce c'est une girelle dans la surface de réparation. Il est à droite, il est à gauche. Les adversaires, ils sont en train de s'occuper. Et Aubameyang, il se fait un petit peu oublier et il est efficace. Donc voilà, à 2 pointes, tu es mieux qu'à 1 pointe. C'est juste logique. D'une manière générale, l'attaque va mieux. 12 buts en 3 matchs. Là où on parlait de stats il y a quelques instants, les stats depuis 3 matchs, les stats offensives, c'est plutôt pas mal. Elles sont tout simplement impressionnantes et c'est que de bon augure pour le secteur offensif. Combien de fois, on l'a dit ici, dans les tops, on mettait pratiquement que des défensifs. Combien de fois? Et dans les flops, tu avais 2 offensifs sur 3. Quand je parle de ça, Ndiaye ou Aubameyang, sans compter, parce que je parle d'offensif, je parle de joueurs qui peuvent marquer. Après, un cran en dessous, j'avais Unai et Harit. Mais c'était anormal. Mbemba, qui était un des meilleurs buteurs, c'est anormal, avant que Aubameyang se réveille. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est que prolifique, bénéfique pour cette équipe-là, pour ce groupe-là, parce que défensivement, on savait que défensivement et au milieu, on est costaud. Et là où on pêchait, c'était offensivement. Maintenant, ils ont retrouvé la confiance et le plaisir de jouer et de marquer. Donc maintenant, à eux de faire le travail, je dis. Et dernièrement, en plus, les remplaçants, quand ils rentrent, ils sont efficaces. Donc, c'est-à-dire, quand tu es adversaire de l'OM, tu te méfies de Aubameyang, bien entendu. Tu te méfies de Ndiaye, bien entendu. Sarr, il est capable de marquer. Mombagna, s'il rentre, il est capable de marquer. Klaus, sur le couloir, quand il est en forme, il est capable de te mettre un ballon au fond. On espère juste que Aminari retrouve un peu ses performances. Et après, tu as Balerdi et Mbemba qui sont capables, sur des coups de pied arrêtés, voire quand ils conduisent le ballon, de faire des contre-attaques, de pouvoir marquer des buts aussi. Donc, les gars, c'est quand même, ça change tout. Ça change du tout au tout. Autre chose qui change tout, c'est le retour de Pape Gueye. Quand vous voyez la prestation de Pape Gueye face à Clermont, alors on sait qu'il ne va pas pouvoir être utilisé toute l'année dans toutes les compétitions, mais une équipe marseillaise avec Pape Gueye ou sans Pape Gueye, c'est pas exactement la même équipe. C'est pas exactement, parce que ça te permet aussi de faire souffler Kondogbia, parce que c'est 2 joueurs longilignes qui ont à peu près le même style de jeu. Mais si j'ai une pièce à miser, je la mettrai sur Pape Gueye parce qu'il a la jeunesse pour lui. Et maintenant, à voir si on va réussir à sortir de ces négociations avec une prolongation de contrat ou non. Mais il faut qu'on ait une réponse assez le plus rapidement possible pour qu'on puisse se caler là-dessus. Mais oui, c'est un joueur qui doit rester pour moi à l'OM et surtout grandir et te faire grandir. Non, mais il est très, 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 très bon. Voilà. Il est devenu mature, il a pris de l'expérience, il est capable de casser les lignes, des passes bien précises dans la récupération. Il a été intenable. Il a été éblouissant. Quand on voit à ce poste-là, si c'est un attaquant, tu lui mets 9 sur 10. Mais dans ce poste-là, les milieux, surtout quand tu es milieu récupérateur, on a tendance à moins les regarder, ces joueurs. Mais dans son efficacité, dans l'ensemble de son match, Marco, il n'y a pas une fois où ils ont réussi à le passer. Aujourd'hui, Kondogbia, Gueye, il n'y a pas photo. C'est Gueye qui est devant. Hein. Même si Kondogbia est un très bon joueur, parce qu'il est rentré, il a été intéressant. Mais là, Pape Gueye, évidemment, c'est number 1. La question la plus importante, c'est celle que tu soulèves juste avant. Est-ce que cette nouvelle séquence avec un Pape Gueye qui retrouve de la confiance avec Gasset, elle peut redonner envie de se projeter durablement à l'OM pour les uns et pour les autres? Après, à voir. Apparemment, il y a eu 2 propositions de fait. Après, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Est-ce que les propositions étaient en adéquation avec ce qu'attendait le joueur? Est-ce que les crispations sont toujours là entre la direction de l'OM et Pape Gueye? Je pense que s'il est sur le terrain, c'est que ça s'est un peu adouci. Après, voilà. Ça s'est adouci peut-être avec Gasset. Gasset a imposé de l'avoir. Peut-être que Gasset a dit la mission est compliquée. Il me faut tout le monde. C'est sûr. Arrêtons avec les états d'âme. C'est sûr. Maintenant, après, à voir, ça, il y a que le futur nous le dira. Après, s'il doit partir, eh ben, il partira. Mais si il peut rester, et surtout, il faut qu'il ait envie de rester, parce que quand on te dit tu signes à l'OM un contrat de 3, 4 ou 5 ans, normalement, tu n'as pas à réfléchir. Donc, s'il a vraiment envie de rester, eh ben, il restera. S'il n'a pas envie, eh ben, bon vent à lui et bonne continuation. Non, mais moi, si j'étais
à côté de lui et que je pourrais parler à ses conseillers, je leur dirais à un moment donné, il faut se poser sur Pape Gueye. Ça fait beaucoup d'histoires. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc maintenant, il va falloir qu'il montre autre chose, qu'il se stabilise un petit peu et il peut éclater et leur dire à ses agents, vous êtes capable, si vous laissez encore 2 ans dans un club comme Olympique de Marseille, qui puisse évoluer tranquillement, le vendre 40, 50, voire 70 millions d'euros à Chelsea ou je ne sais où, parce qu'il a des qualités qui sont hors du commun. Mais il va falloir pour lui, pour le bien de tout le monde, le stabiliser. Ça fait trop de problèmes, parce que quand il y arrive beaucoup de problèmes, il risque d'y avoir des blessures dues au stress qu'il a eu ce garçon. Donc voilà, si j'étais à côté de ses conseillers, c'est ce que je leur dirais. 12 buts marqués, mais 3 buts encaissés en 3 matchs. On voit encore toujours quelques erreurs de concentration. C'est un axe de travail, ça, pour Gasset, pour les prochaines semaines? Ah oui, c'est clair. Mais tu vois que c'est pas le dispositif qui est mis en mal. C'est des erreurs individuelles, des erreurs de concentration, je pense. Pour moi, quand on voit l'erreur de Gigot, l'erreur de Merlin, tu te dis, l'erreur de Klose, tu te dis, putain, à ce niveau-là, en plus, quand tu es en défense, ouais, fais péter, mais fais péter devant. Fais pas péter dans le sens de fais pas une chandelle dans la surface. Fais pas une chandelle dans la surface. Et donc, je pense que ça, ouais, c'est plus un travail mental, mais je pense que la victoire qui arrive à la fin te fait que l'erreur de Merlin, il est un peu moins mauvaise que si tu finis avec le nul ou la défaite. Quels sont les autres axes de travail? On a parlé de ces erreurs d'appréciation, de ces erreurs individuelles. Est-ce qu'il y a des axes de travail pour encore un peu plus corriger le tir et performer? Alors, il y a des axes de travail individuels sur certains joueurs. On l'a dit, surtout sur Amin Harit, qui doit être performant au niveau des statistiques. Ounahi, il y a des joueurs qui sont aussi en dessous. Merlin, il y a la première mi-temps de Klose. Mais par contre, au niveau de notre collectif, on a besoin aussi d'avoir une certaine concentration dans les 20 premières minutes. On a marqué des buts, on a pris des buts dans le premier quart d'heure. Ça, à un moment donné, il va falloir le gérer, parce que je vais te donner l'exemple de Montpellier qui a tapé sur le poteau à 1-0. C'est pas difficile. À 2-0, c'est plus difficile. Donc ce genre de prestations, il va falloir avoir de la vigilance. Surtout qu'il y a eu des erreurs de dézonage, notamment avec Samuel Gigot qui a dézonné complètement. Selon les systèmes que tu fais, il faut que les défenseurs centraux apprennent à se dire, dans ce système-là, je peux pas dézonner. Parce que ces mecs comme Mbemba, comme Gigot, comme Balerdi, comme il n'y avait pas offensivement, on était en difficulté, ils avaient tendance à monter pour pouvoir apporter le surnombre sur les coups de pied arrêtés. Mais pas avec une défense à 4. Voilà. Mais il va falloir justement être vigilant à ce niveau-là. C'est-à-dire, selon le schéma, il va falloir rester en place, c'est important. 3 victoires en 3 matchs, même si les supporters n'oublient pas, on risque d'avoir quand même un joli moment, une jolie ambiance jeudi soir. Ah ouais, mais l'ambiance, il y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Même sur les matchs précédents, il y a eu des banderoles qui sont sorties, mais pendant le match, ça a poussé, ça a supporté l'équipe. Donc après qu'il y a des mécontentements, même nous encore ici, là où on est actuellement, c'est pas normal. Rien nous garantit qu'on sera sur le podium, comme l'inverse, ça c'est clair et net. Mais c'est anormal d'avoir passé autant de mois avec une équipe soporifique, avec des problématiques en interne, avec un 4e entraîneur qui est arrivé. Donc voilà, comme on le dit assez souvent ici, on a besoin de stabilité, on a besoin de garder une certaine ossature et de construire petit à petit en changeant 20, 30, maximum 35-40% de ton effectif. Mais en augmentant et en faisant venir des joueurs qui vont amener une plus-value. C'est comme ça que tu progresses. Quand tu n'as pas le carnet de chèques en blanc pour acheter des joueurs à 60, 70, 80 millions, il n'y a pas d'autre solution. Donc là, l'impression qu'on a eue, c'est que Sampaoli, Tudor, c'était cohérent. Marcelino, c'est l'impression qu'on est reparti à zéro. Voilà, le projet, il est reparti à zéro. Ça arrive en plus. Voilà. Mais c'est vrai que cet aspect qu'a fait Longoria, alors personnellement, je suis mesuré là-dessus, parce que je me dis que Jean-Louis Gasset, à un moment donné, il risque, excusez-moi pour le jeu de mots, de s'agacer. C'est-à-dire que à un moment donné, on lui a dit, ouais, mais l'OM, on gagne pas à l'extérieur. Les gars, il est arrivé, il a gagné contre le Shakhtar, c'est ce qu'on lui a demandé. Il a gagné contre Montpellier, et c'est ce qu'on lui a demandé. Il a gagné contre Clermont à l'extérieur. Donc les gens disent, ouais, on n'oublie pas. Mais lui, il est pour rien tout ce qui s'est passé auparavant. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Il a rappelé en conf de presse déjà en disant. Non, mais il n'y a rien contre Gasset. Non, mais il n'y a rien contre Gasset. Mais si on en est là, c'est parce que les banderoles. en amont, on n'a pas mais su c'est faire vrai le qu'à nécessaire. Gasset, en conf de presse, on lui rappelle
les antécédents. Et lui, il te dit, mais moi, j'y suis pour rien de vos antécédents. Justement, on est reparti de zéro. Donc, les banderoles sont pour la direction. Mais lui, si tu es vraiment le supporter de l'OM, il faut soutenir l'OM. Et pourquoi pas, en fin de saison, tirer un bilan avec la direction en disant, attention, nous, ce que vous avez fait, on est passé à travers les gouttes, grâce à Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps. Par contre, cette année, il faut plus nous le refaire. Hein, parce que ça a été vraiment, on a été chez les clowns. Que 4 entraîneurs dans une année, et on n'oublie pas le reste. C'est-à-dire les directeurs sportifs, les directeurs du football, les directeurs de ceci, les directeurs de cela. Il y en a eu des directeurs qui sont partis. On va te sortir un directeur de la laverie de presque. Non, mais c'est vrai. Je te rappelle, un directeur du football. Oui, mais nous, l'OM, c'est quoi? Un directeur du football maintenant? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Effectivement, ça fait beaucoup trop. L'effet Gasset y est forcément. Il y a une grosse approche psychologique. Là, on est en train de mettre les idées de jeu en place. La psychologie ne pourra pas être bénéfique jusqu'à la fin de la saison. Il faut que sur le terrain, il y ait des principes forts. Voilà, il faut que sur le terrain, il y ait ce qu'on est en train de voir. Voilà, depuis 3 matchs, c'est-à-dire des joueurs qui prennent plaisir, des joueurs que, comme par magie, ont retrouvé leur technique, ont retrouvé le fait d'être à droit devant le but. Donc voilà, je pense que, comme on l'a dit à plusieurs reprises ici, il fallait retrouver les fondamentaux, jouer simple, prendre du plaisir, arrêter de vouloir être le sauveur comme faisait Iliman Ndiaye à partir en essayant de dribbler tête basse, comme faisait un Amin Harit, comme faisait un Unai. Le football, c'est simple, c'est le ballon qui doit courir, pas le joueur. Et c'est comme ça que tu épuises l'adversaire et c'est comme ça que tu arrives à aller vite de l'avant. Et avec les joueurs qu'on a sur les côtés, dans l'axe et en pointe, putain, si on n'arrive pas à marquer des buts, ça devient compliqué. Donc pour l'instant, on y arrive. Et je pense qu'au niveau de la psychologie, là, il a su ramener de la simplicité et de la tranquillité. Allez, OM Villarreal, c'est jeudi soir, 21h sur la pelouse de l'Orange Vélodrome et en direct, bien sûr, sur Maritima. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots. Merci mon pote. C'est un vrai plaisir. Je mesure la chance que j'ai tous les jours de faire de la radio et de la télé. Elle se régale ou pas? Elle se régale ou pas, la vérité? On se régale. Un bisou à Marcellina. Merci Steph, merci mon Jaco. Merci les gars. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain, 17h30.